Bonjour, bienvenue à ce séminaire en ligne aujourd'hui qui a pour titre La méthode Montessori adaptée pour les personnes avec des troubles cognitifs. Où on va voir qu'on a avec nous aujourd'hui Marc Norris qui va nous parler un petit peu comment ces moyens pourraient changer, il va nous présenter des outils qui pourraient aider à améliorer la vie des personnes qui ont sont atteints des démences ou déficiences. Avant de commencer, nous allons passer avec la reconnaissance des terres. Nous reconnaissons que nous nous réunissons sur le territoire traditionnel d'un certain nombre de Premières Nations et nous reconnaissons leur gestion de ces terres à travers les âges. Nous cherchons à établir une nouvelle relation avec les peuples originels de cette terre, une relation fondée sur l'honneur et le profond respect. Merci. Avant de commencer, nous allons passer brièvement à travers des points à prendre en compte durant ce séminaire. Il y a la communication. Tous les participants seront mis en sourdine pendant le séminaire. L'interprète de langue des signes, on a juste à côté qui serait là pour nous aider. Et vous pouvez voir tous les intervenants en cliquant sur la galerie. Vous pouvez également épingler l'interprète pour que son image soit visible à tout moment. Il y a aussi le conférencier qui sera visible lors de la présentation. Le réglage des images pourrait se faire en mettant le pointeur sur la ligne de séparation et faire glisser vers la gauche, vers la droite pour agrandir la taille et la fenêtre du présentateur. Les fenêtres pour la discussion, vous pouvez partager des commentaires pendant dans la session, dans la boîte de discussion. Les fenêtres pour les questions seront aussi disponibles où vous pouvez mettre vos questions. Comme ça, nous pourrons passer à travers à la fin et poser les questions. L'enregistrement de ce séminaire sera disponible sur le site de APO après l'événement. Autre point à prendre en considération, nous avons l'évaluation. Nous aimerions recevoir vos commentaires et sur les connaissances que vous avez acquises durant la session et des suggestions pour les sujets futurs. Et pour le sondage, vous aurez une notification qui vous sera envoyée avec un lien pour le sondage et un courriel de suivi qui vous sera envoyé acheminé vers le sondage. Durant le séminaire, nous respectons la confidentialité et on peut dire que prévention de la maltraitance des aînés prend en compte qu'il peut y avoir des circonstances ou des questions personnelles que les participants pourraient souhaiter aborder. Cependant, conformément à notre engagement à préserver votre vie privée et votre confidentialité, nous ne répondrons aujourd'hui qu'aux questions générales posées dans le cadre des questions et réponses. Si vous souhaitez discuter de circonstances spécifiques, nous vous invitons à contacter Prévention de la maltraitance après ce séminaire. Aujourd'hui, nous allons, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, nous vous présentons Prévention de la maltraitance qui organise ce séminaire en ligne et évidemment, c'est la mission. Sa mission envisage un Ontario où tous les aînés sont à l'abri de la violence, ont une voix forte, se sentent en sécurité et respectés. Comment nous travaillons? Nous faisons comme action des sensibilisations et éducation, formation avec des organisations partageant les mêmes idées et aident à la coordination des services et à la défense des intérêts. Comme slogan, nous avons arrêté les abus et rétablissez le respect. En d'autres mots, Prévention de la maltraitance a pour mandat d'apporter son soutien pour la mise en œuvre de la stratégie de lutte de la maltraitance des aînés de l'Ontario. Évidemment, des services sont financés par le gouvernement de l'Ontario sous le ministère des Services aînés et de l'accessibilité.
Comme on a dit, le travail se fait par la sensibilisation. Ce sont les 3 piliers de la stratégie: la sensibilisation et éducation du public, la formation pour le personnel de première ligne et la coordination des services communautaires. Je vous invite à vous rendre sur notre site pour lire un petit peu plus à bord des stratégies. Normalement, nous sommes disponibles pour des activités de sensibilisation et d'autres ressources sur notre site web et les sites de réseaux sociaux. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez vous rendre là. Il y a aussi des informations et si vous appelez, des informations qui vous seront transférées et l'aiguillage vers d'autres services au cas où vous serez intéressé. Maintenant, le conférencier que nous avons avec nous, c'est Marc Norris, qui est le directeur du centre Montessori d'Alzheimer. Marc Norris est titulaire d'une maîtrise en andragogie et la science et pratique de l'éducation des adultes. Il est aussi éducateur spécialisé et coach certifié en TDAH. Il pratique la méthode de Montessori dans une approche axée vers les personnes atteintes de troubles de mémoire comme Alzheimer. Un petit peu plus à propos de Mox, si vous visitez après vous aurez tout le document, et aussi si vous allez sur le site du Centre Montessori, vous pouvez tout voir. Maintenant, je vous laisse la parole, Marc, pour parler un petit peu plus présenter. Merci beaucoup, Madame la Fils. Bonjour, mon nom est Marc Norris. Je voulais juste souligner une chose. Les points de discussion, points de question seulement à la fin, s'il vous plaît. Parce que comme le temps est limité, je ne pourrais pas. Et pour moi, c'est une distraction. Je vais essayer autant possible de vous accorder 10-15 minutes à la fin pour les questions. Ça vous va? Parfait. Peut-être il y en a qui connaissent la méthode Montessori pour les enfants. Ça fait 113 ans, ça existe. Il y a 22 000 écoles dans le monde. Et il y a 35 ans, Dr. Cameron Camp, neuropsychologue américain, l'a adapté pour ceux avec la démence. D'ailleurs, vous allez m'excuser, hein? J'ai des problèmes de voix à cause de sinus. Et il l'a adapté, c'est très présent dans plusieurs endroits, pays du monde. Moi, je l'ai introduit il y a plusieurs années et maintenant, je donne des conférences, je donne des formations, je travaille autant en anglais et en français pour les résidences de soins à longue durée et aussi avec les proches aidants et les organismes communautaires. Aujourd'hui, je vais vous donner un survol, d'accord? Ce n'est pas un cours, c'est un survol. Si jamais vous êtes intéressé d'aller plus loin, Lucien, veux-tu monter le site web? Voilà, ça c'est mon site web en français. Prenez-le en note. Pour la simple raison, si ça peut vous intéresser, mercredi de cette semaine, je donne une conférence sur les difficultés de communication, les troubles réactionnels et je vous offre aussi des stratégies. C'est le 8 mars. Vous verrez dans mon site web sur la rubrique conférence, s'il y a un intérêt. L'autre chose, pourquoi je vous invite, c'est que, en discutant avec Mme Lefils, pour ceux qui participent aujourd'hui, je vous offre une promotion, si ça vous intéresse, de 15% sur la formation de groupe, c'est-à-dire par résidence, ou j'offre aussi une formation au mois d'avril, une formation intensive pour les individus, c'est-à-dire des intervenants qui peuvent venir des proches aidants d'un peu partout. Et vous indiquez dans votre sondage si vous êtes intéressé et Mme Lefils va me faire signe. Et vous avez jusqu'à fin mars pour en profiter. Oui, on continue. Les grandes lignes de notre mission au Centre Montessori, c'est redonner à la personne le sentiment de contrôle de sa vie en lui permettant l'expression de ses choix. Vous savez, un peu comme moi, dans notre société, notre façon, dans notre système de soins, nous mettons beaucoup d'accent sur les déficits de la personne. Nous avons une approche médicamentée, c'est-à-dire on vise le patient, on regarde la maladie derrière la personne au lieu de voir la personne derrière la maladie. Dans la méthode Montessori, nous mettons uniquement l'accent sur les capacités préservées. Je vais vous donner des exemples tantôt. Aussi, l'important, c'est d'explorer les émotions derrière les comportements
comportements déroutants exprimés, les besoins non comblés, afin de pouvoir mieux se centrer sur sa réalité, de donner sens aux manifestations psychologiques et sociales qu'elle exprime. J'explique. Très souvent, dans mes des centaines et centaines d'intervenants et prochains, j'ai formé depuis plusieurs années, il y a un mythe qui dit pour les problèmes, les troubles déroutants, les agitations, l'agressivité, c'est causé uniquement par la démence. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Il y a une partie causée par les troubles cognitifs, mais par des recherches scientifiques, on démontre clairement que c'est causé par des besoins insatisfaits. L'importance pour nous aussi, c'est engager la personne comme une participante active dans l'amélioration de sa qualité de vie par des activités de vie porteuses de sens. Souvent, on voit dans les résidences, dans des résidences de soins de longue durée, il y a une certaine passivité. Les résidents sont dans le corridor ou sont dans la salle communautaire devant la télévision, aucun intérêt, ne sont pas, disons, actifs, ne sont pas engagés dans la communauté. Et la méthode Montessori a comme objectif pour travailler sur plus, excusez-moi, plus une personne est engagée dans des activités porteuses de sens, moins sont présents des troubles réactionnels. C'est clair et net. Engager la personne comme une participante active dans l'amélioration de sa qualité de vie par des activités de vie porteuses de sens. Changer notre façon de penser, d'interagir face à la maladie, afin d'améliorer la qualité de notre relation, de découvrir les valeurs, la personnalité de celle-ci. On voit beaucoup et un genre de langage stigmatisant que j'appelle. Souvent, on va entendre des intervenants, il manque des proches aidants, qui vont dire, mais il n'y a rien à faire. Il n'y en a plus de mémoire. À quoi ça sert de le faire participer à des activités dites occupationnelles parce qu'il ne comprend rien? Ce n'est pas vrai. C'est prouvé encore. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont plus de mémoire. Ils ont une mémoire dysfonctionnelle. Mais ce qui reste, c'est ce qu'on appelle la mémoire procédurale, la mémoire de réminiscence et surtout la mémoire émotionnelle. Avec l'approche Montessori, nous mettons beaucoup d'accent sur ces deux mémoires. Observer les différentes façons que la personne utilise pour s'adapter aux différents défis quotidiens, ces patterns de communication. Un des grands défis pour tout le monde, encore pour les proches aidants, les intervenants, c'est comment je communique, M. Norris, avec quelqu'un qui a beaucoup de difficultés de communication et qui ne communique plus, qui peut se trouver dans ce qu'on appelle une unité prothétique ou une unité avancée. Nous, dans la formation, nous donnons des stratégies claires et nettes, autant au niveau de la communication verbale qu'au niveau de la communication non verbale. Parce que nous croyons que si la personne ne parle plus, on n'a plus de moyens pour aller la rejoindre. Réadapter l'environnement physique et social de la personne pour mettre l'emphase sur l'importance des relations et le besoin d'appartenir, contribuer dans son milieu de vie. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Il y avait un préposé que chaque matin donne un bain partiel à un résident. Disons, il s'appelle M. Lambert. Et quand le préposé arrivait, M. Lambert criait. Il était agité. M. Lambert avait des difficultés à communiquer ses émotions, ce qu'il vivait. Et on avait un préposé très stressé, épuisé, et aussi le résident. Moi, ce que j'ai suggéré dans le cadre des principes Montessori, c'est que le même matin, j'ai suggéré au préposé d'arriver avec 2 débarbouillettes au lieu de 2 débarbouillettes. La raison derrière ça, c'est que permettre aux résidents de participer à cette activité-là, aux soins personnels. La raison pour laquelle M. Lambert criait, c'était pour dire un des besoins insatisfaits de ma part, c'est que je perds le contrôle sur mon corps et je perds le contrôle sur ma vie
en faisant tout pour moi. Dr. Marie Montessori, qui est derrière l'origine de la méthode Montessori pour les enfants, disait « Tout ce que vous faites pour moi, vous m'enlevez. » Il y a une autre expression, « Aidez-moi à faire ça. » Ce qui est arrivé avec le préposé le résident, pour les jours et les semaines qui suivaient, il y avait un plus grand calme, il y avait un rapport plus positif parce qu'on a impliqué activement dans son environnement le résident. Je vais vous en donner d'autres exemples après. En quelques mots, on oublie beaucoup, excusez, on oublie beaucoup cet aspect, cette dimension d'une personne avec la démence. Mettez-vous à la place. Vous venez d'être diagnostiqué. Comment vous allez réagir? Vous allez vous questionner sur votre identité, vos pertes, perte de votre réseau familial, de votre réseau d'amis. Très souvent, dans notre système, on n'arrête pas, on ne prend pas le temps de communiquer avec la personne. Exemple, quand une personne va faire ça, oh, je ne trouve pas mes mots, je cherche mes mots. Il démontre une émotion, il démontre une frustration, une anxiété. C'est à nous, comme intervenants, proches aidants, de prendre le temps de rentrer en connexion avec cet aspect. Monsieur Lambert, si je comprends bien, je vous sens frustré, irrité. Oui, aimeriez-vous ça? M'en parler? Je peux vous écouter si vous voulez bien. Vous voyez, versus souvent ce que je vois, Monsieur Lambert, venez, on va aller jouer bingo, ça va faire du bien. Absolument interdit. Ça devrait être complètement. On ne doit pas intervenir de cette façon-là parce que vous aussi, quand vous vivez une dépression, vous vivez des problèmes, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez des gens, vous êtes chers. Ils ont le même droit. Avez-vous déjà posé la question à une personne avec des troubles cognitifs? Quelles sont ses pensées, ses sentiments concernant son vécu? Comment la personne se perçoit dans la résidence? Comment, souvent on va les entendre dire, ben, je vais m'en aller, je vais m'en aller. Il y a une raison derrière ça. La façon dont la personne vit avec cette maladie dépend de son environnement social et psychologique, ainsi que ses interactions et relations. C'est à nous de repenser notre approche parce qu'on ne peut plus continuer à fonctionner comme nous fonctionnons aujourd'hui par rapport aux personnes atteintes. Puis en plus, moi, en étant aussi baby boomer, notre environnement dans les résidences est mal adapté pour l'arrivée un jour des baby boomers. Et je donne un exemple très concret, nos activités. Un baby boomer ne va pas aller jouer bingo. Je m'excuse. Et rarement, il va aller jouer jeu de poche. Il faut adapter, moderniser nos activités afin que ces activités soient des activités constructives, porteuses de sens. Nos croyances, nos patterns d'intervention et de communication face à la personne. Comment on fait pour communiquer avec quelqu'un qu'on sait qui a difficulté à me comprendre, à se faire comprendre? C'est là qu'il développe des tensions. C'est là que nous intervenons avec des stratégies claires pour aider la relation, pour renforcer la connexion entre les deux. La dynamique patient versus personne. L'espace accordé à la personne atteinte. Souvent, dans mes formations, je vais entendre des intervenants issus des résidences, comme on dit, ils vont parler de la patiente. Et je leur dis, s'il vous plaît, c'est un langage stigmatisant. Ce ne sont pas des patients. Parce que si on continue les étiqueter comme patients, ça veut dire c'est moi qui t'en charge. C'est moi qui va te contrôler. On doit dire des résidents. Il y a deux choses. Soit il y a la prise en charge ou la prise en considération. Il faut réellement regarder ces aspects. C'est l'impact de nos actions. Si j'arrive dans une chambre et j'ai un ton de voix très corsé, d'accord, M. Lambert, ce matin, on va se lever, après vous allez prendre votre bain. D'ailleurs, il y a trop d'informations parce qu'il y a difficulté à les enregistrer et réutiliser. Et ce que ça fait à la longue, ça augmente les troubles déroutants réactionnels. Puis encore là, on va l'attribuer à la démence.
repenser sa vision, excusez. Dans notre culture de soins axée sur les médicaments, on met l'accent sur ce qu'ils font, versus, avec la méthode Montessori, à mettre l'accent sur ce qu'elles sont. On parle qu'ils perdent l'identité et personnalité. Non, il y a un changement qui s'installe. Les problèmes comportementaux causés uniquement par la démence? Non. Nos interventions axées sur la maladie et non pas sur les capacités, les émotions de la personne. Regardez dans votre entourage. Je suis convaincu qu'il y en a quelques-uns qui peuvent donner des exemples. Exclusion sociale. À part du COVID, en temps normal, les personnes atteintes vivent beaucoup d'exclusion sociale et émotionnelle et psychologique. D'accord? Sont comme quand ils développent cette exclusion sociale à la longue, ils développent l'apathie, des intérêts et beaucoup de gens qui sont diagnostiqués de la démence prennent des antidépresseurs. Sauf exception, il n'y a aucune raison parce que très souvent, l'environnement n'est pas adapté pour qu'ils puissent jouer un rôle social, qu'ils puissent se sentir engagés. Pourquoi communiquer avec la personne? Elle n'a plus de mémoire. Il n'y a plus rien à faire. C'est ça qu'on dit. Voilà Cameron Camp. Cameron Camp, neuropsychologue, chercheur américain, toujours vivant, avec qui je collabore beaucoup. Lui, il était tanné dans ses évaluations de toujours mettre l'accent sur les déficits. Sa femme était une enseignante Montessori. Il a décidé, au début des années 90, d'adapter les principes Montessori pour ceux avec la démence, en mettant l'accent uniquement sur les capacités préservées. C'est quoi la normalisation? C'est créer des conditions pour permettre à la personne d'exploiter son potentiel et faire émerger la personne normale et ses capacités préservées, cachées par les déficits. Créer un environnement social qui favorise des relations interpersonnelles. Je vais vous donner un exemple. Je donne ici au Québec une résidence. Normalement, quand je suis sur place, je fais une tournée. Et je voyais dans le salle communautaire plusieurs assises devant la télévision avec la tête baissée. Ça les apporte rien. Et dans l'autre salle, il y avait une grande armoire blanche sous pli. Là, j'ai demandé à l'éducatrice qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Elle a dit, il y a des activités. Je disais, pourquoi sous pli? Parce qu'il y en a quelques-uns qui pourraient mettre du matériel dans la bouche. Mais là, je lui ai demandé combien sur les 15? Ben, 3 ou 4. D'accord? Pourquoi limiter les autres? On l'a ouvert, c'était bordélique. Les résidents, finalement, ont mis des étiquettes, on appelle des indices visuels sur chaque tablette pour que les gens puissent comprendre où se trouvaient les activités. Et à l'extérieur, on a mis un indice visuel qui disait des activités, servez-vous-en. Ça, c'est un exemple d'un environnement adapté. Ça a complètement changé. Ça a vidé la salle communautaire et les gens étaient engagés dans des activités porteuses de sens. Ça, c'est un exemple comment nous travaillons avec la méthode Montessori. On veut se garantir que les résidents sont impliqués. C'est leur maison, c'est leur milieu de vie. Ce n'est pas la nôtre. Les valeurs. On met beaucoup l'accent sur le respect, dignité, égalité. Ça, c'est très important. Plus que je vais priver une personne qui a été diagnostiquée de sa liberté d'expression, sa liberté par rapport à son contrôle sur sa vie, sa liberté d'autonomie, plus on voit chez la personne dégringolade. Je vous donne un petit exemple, on a le temps. Regardez attentivement comment on applique quelques principes de la méthode Montessori. Depuis qu'il a mis entre les mains une planche et quelques outils, Claude va beaucoup mieux. Malgré la maladie d'Alzheimer, la mémoire des gestes de ce bricoleur hors pair est toujours là. Ça va comme tu veux? Pour sa compagne Michel, le changement est immense. Il marchait quasiment plus en arrivant. Et au home, il s'est mis à remarcher, à avoir du plaisir et il a retrouvé sa dignité. Dès qu'on le stimule, tout va bien.
Il est solide sur ses jambes, il a du plaisir, il a l'œil qui est réveillé. Réveiller la mémoire des gestes, un principe de la méthode Montessori appliquée aux EMS. Montessori, une pédagogie conçue au début du XXe siècle pour favoriser le développement des enfants. Aujourd'hui adaptée aux malades d'Alzheimer. Le mouvement vient des USA. Il annonce une petite révolution selon le directeur de cette EMS. Quand j'ai commencé ma profession dans les EMS il y a 20 ans, puis je suis depuis 20 ans directeur, la moitié des résidents, ils étaient couchés l'après-midi. On s'occupait beaucoup d'eux au lit. Puis maintenant, c'est fini, il n'y a plus personne. Les gens, ils sont tout le temps debout. Debout, donc encore capables de choisir librement et d'être stimulés malgré les défaillances. Dans le canton de Vaud, seulement 3 EMS forment le personnel à ces principes montessoriens. C'est le cas de ce home lausannois. Ici, les résidents mettent la table, partent faire du ski, organisent des fêtes, préparent les repas. Montessori, une révélation. D'avoir cette vision, en fait, de se dire que malgré les troubles qu'ils ont, les personnes sont encore capables d'apprendre. C'est vrai qu'en tant que direction et collaborateurs, ça nous ouvre en fait des perspectives d'accompagnement totalement différentes de ce qu'on avait l'habitude de faire. Des perspectives qui vont permettre de restaurer l'estime et la confiance des personnes souffrant de démence, avec à la clé une possible diminution du niveau de médicaments. Dominique en a fait l'expérience avec sa maman Janine. Tu te souviens qu'on a discuté avec le docteur Gubelman pour diminuer le traitement d'antidépresseurs? On s'est rendu compte que c'était possible, que même avec des problèmes de mémoire et même avec des problèmes de démence, quelle que soit la démence, on arrive toujours à trouver des ressources chez les résidents. Redonner un rôle social aux malades, croire en eux, toujours, malgré tout, les fondements de Montessori plus que jamais nécessaires en Suisse, où près de 120 000 personnes sont touchées par la maladie d'Alzheimer. Oui, peut-être vous avez noté sur la table de ce qu'on appelle des pictogrammes. On utilise beaucoup ça dans la méthode Montessori. Pourquoi? Parce que plus la personne a défouté, enregistrer des informations, les réutiliser, on va mettre l'information à l'extérieur. Voilà. Moi, j'avais un centre de jour pendant 3 ans et les gens qui venaient, il y en a quelques-uns que j'avais invités, peut-être préparer la table pour dîner. Mais ils avaient les défoutés. Avec des pictogrammes, je leur ai donné une certaine autonomie. Être capable de fonctionner seul. Et on utilise beaucoup, on va les utiliser pour, quand on a des problèmes, laver ses mains. J'ai un hygiéniste dentaire qui a suivi ma formation, qui allait à domicile, puis beaucoup défoutés avec des gens atteints. Et ce qu'on a fait, on a préparé un pictogramme, comment laver ses dentiers, comment brosser des dents. Quand le message ne passe pas à cause de la maladie, nous utilisons des indices visuels. Tantôt, je vais vous présenter une personne atteinte, mais là, je donne encore, comme je dis, des grandes lignes. Un des grands problèmes, ce sont les troubles comportementaux. D'accord? Avec la méthode Montessori, on va le voir, l'autre diapo. C'est qu'est-ce qui cause, selon vous, les comportements déroutants? À réfléchir, qu'est-ce que vous croyez dans votre quotidien quels sont les déclencheurs? Et très souvent, c'est l'environnement, trop de stimulation, sous-stimulation. Quand est-ce que ça se produit? Quand est-ce que ça se ne produit? Ça, c'est tous des éléments que nous regardons dans la formation quand on va plus loin pour découvrir quels sont les éléments derrière ces troubles-là. La plupart de ceux-ci sont en réalité des comportements normaux, des réactions à la personne, à ce qu'elle vit, à ce qu'elle perçoit et comprend de sa réalité. Et ce qu'elle comprend de sa réalité. C'est une démonstration de besoins non comblés. Beaucoup de cas de ces comportements sont liés à un manque d'activité adaptée et valorisante. Peut-être s'il y en a ici des intervenants dans les résidences, puis vous avez quelqu'un nouvellement arrivé, puis 6 mois plus tard, vous voyez encore beaucoup de difficultés d'adaptation. La personne va être dans les troubles réactionnels, puis on s'est dit, c'est la démence. Ce n'est pas vrai. Si vous allez en Italie ou un pays étranger, vous avez la difficulté à vous raciner, à communiquer. C'est le même principe. Vous avez une personne qui a vécu 25
ans chez elle, elle est déracinée, elle est placée dans une résidence et peut-être plus tard dans une résidence de soins à longue durée. C'est certain, la personne va démontrer son angoisse, ses difficultés à se placer, à se sentir bien. Et c'est normal qu'on entend souvent, c'est pas chez moi, je vais m'en aller, je vais m'en aller. N'oublie pas, comme proche aidant, comme intervenant, on vit beaucoup dans notre réalité. Pour bien comprendre nos personnes, il faut aller dans sa réalité. L'inactivité pacifique, je vais aller rapido. Ça, c'est une recherche scientifique qui a été faite qui prouve clairement que moins il y a d'activités porteuses de sens, plus il y a une augmentation des troubles du comportement, perturbateurs, des cris, agitation, déambulation. Il y a une augmentation des symptômes dépressifs. C'est prouvé. Il y a une grande partie des gens avec les démences qui vivent la dépression. Il y a une augmentation des troubles sommeil. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas engagés. Ils ne sont pas engagés. Pas engagés, c'est-à-dire, comme vous pouvez voir, le bingo, pour moi, ne dit rien, mais on peut le convertir comme convertir comme activité porteuse de sens avec les résidents. Il y a une dégradation cognitive plus rapide, c'est clair, une aggravation de la perte d'autonomie, une augmentation de la quantité de prescriptions médicales et une baisse de qualité de vie. Il y avait un résident qui marchait beaucoup. Hein? Il se promenait régulièrement, ça énervait le préposé. Il va tomber, ça doit être la démence, il ne comprend rien quand je lui parle. Et il cognait aux portes des chambres, mais il n'était pas agressif. Et préposé, un de nos mantras dans la méthode Montessori, c'est demander à la personne. Et souvent, on ne va pas le faire parce qu'on dit, il ne sait pas de quoi il parle, il ne comprend pas. On lui a demandé, il dit, je m'ennuie. En connaissant son histoire de vie, avant de développer la maladie, il était facteur. Dans le cadre de la méthode Montessori et des activités porteuses de sens, on lui a donné le courrier. Et là, le monsieur cogne aux portes chaque matin. « Bonjour Maria, j'ai du courrier pour vous. » Vous voyez, cette activité a permis d'augmenter ses interactions sociales, il a joué un rôle social, puis on a développé une routine. Puis chaque matin, il y avait une raison de se lever. Quand il y a l'inactivité, la passivité, peut-être vous voyez ça, une personne atteinte va coucher beaucoup, 2-3 fois dans l'après-midi. Ce n'est pas la démence, sauf s'il y a des problèmes physiques. C'est des besoins insatisfaits. Vous avez un petit exemple encore d'un psychologue qui travaille avec la méthode Montessori. Tout à l'heure, même premier. Qu'est-ce qu'on fait? Inoccupés et tristes. Souvent, les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer se sentent inutiles. Ce n'est pas le cas de Geneviève. Toujours très coquette, cette ancienne couturière vient de fêter ses 90 ans. Je vous donne un premier nom et vous allez me dire si c'est un couturier ou un artiste. Pierre Cardin, alors c'est un couturier. Aujourd'hui, elle passe un bon moment en compagnie d'Émilie. Formée à la méthode Montessori, la psychologue va stimuler ses connaissances avec du matériel adapté. C'est redonner de l'estime, redonner une utilité et on les engage à faire une activité. On les sollicite. C'est nous qui sommes en position basse et c'est eux qui nous apprennent, en fait. C'est eux qui nous montrent. C'est bien, Madame Dost. Pas facile de retrouver les gestes oubliés. Comme Geneviève, 75% des résidents de cette maison de retraite souffrent de troubles cognitifs. Entourés par un personnel patient et bienveillant, certains d'entre eux participent désormais à la préparation du repas. Ça m'amuse. C'est un truc qui occupe un petit peu le temps et qui n'est pas mauvais du tout. C'est une chose qui n'est pas déplaisante du tout et qui est très féminine. Voilà. Et pour des jeunes de notre âge, c'est parfait. Aide-moi à faire seul. C'est le principe de cette pédagogie Montessori qui s'applique aussi pour l'atelier écriture.
Plusieurs fois par semaine, ces anciens se retrouvent pour évoquer leurs souvenirs. Ils ont même rédigé un livre sur l'histoire de leur quartier. De fleurs. Cultiver des fleurs, surtout pour la Toussaint. Ah, voilà. C'est pas gai. C'est pas gai, mais il y a toujours des... C'est important. Le résultat attendu avant tout, c'est que le résident soit partie prenante et acteur de son projet, qu'il y trouve son compte, que ce soit des choses qui lui fassent plaisir, que ce soit améliorer son quotidien. Alors ça marche pas tout le temps, mais par contre le rendre acteur de son propre projet, c'est ça l'objectif. Certes, les bénéfices de cette méthode ne sont pas spectaculaires, tout le personnel n'a pas encore été formé, la maladie reste, mais les patients sont moins désorientés, plus apaisés. Il s'agit surtout de les aider à faire seuls le plus longtemps possible. Oui, je voulais souligner quelque chose. Il y a quelqu'un qui me demandait est-ce que la formation est reconnue par le ville d'Ottawa, j'en sais rien. Moi, quand vous suivez la formation intensive, vous recevez vous êtes certifié. Vous recevez, et aussi vous recevez des outils, mais je ne peux pas me prononcer sur ce point-là. Oui, on va continuer. Vous avez vu, hein, l'implication, plus une personne est active, moins est présente des troubles réactionnels. Ça va de soi. S'ils sont impliqués dans les activités porteuses de sens, impossible qu'ils vont démontrer des comportements réactionnels. Continue. Je ne sais pas s'il y en a ici qui représentent des résidences. C'est juste la question, avez-vous un club de lecture? Parce qu'il y a encore un mythe qui circule, c'est qu'une personne atteinte ne peut plus lire. Ce n'est pas vrai. Lucien, retourne, s'il vous plaît. Oui, je vais vous présenter, ça résume, là, ça va vous donner les grands principes, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas aller en détail, mais écoutez attentivement, ça va vous donner des idées comment, quels sont ces principes et l'avantage de les intégrer pour les personnes atteintes. Choice is important for any person. It doesn't matter whether they have Alzheimer's disease or not. Giving choice means allowing a person to be a person. Giving choice gives respect and dignity to the individual. Giving choice allows us to be human as well when we interact with the person with dementia. Giving choice gives life. When you see a problematic behavior, the first question you must ask is, why is this happening? The answer cannot be because they have dementia. This is a circular argument. Why is this happening? Because they have dementia. How do we know they have dementia? Because this is happening. We must ask, what would cause a person to do this thing? What is the human motivation for the behavior? Behavior is not random. We may not be clever enough to figure out the answer, but there's always a reason. Next, they must ask, who is this person? How can we understand their motivation if we don't understand who they are, their background, their interests, their history? We must understand the context of the behavior. Where does this take place? When does this take place? What happened before? What happened after? We must understand exactly what the problem is. What are they doing that causes stress? Then we can begin to ask the next series of questions. What abilities does the person still have? Can we create activity that uses those abilities? Can we find an activity using those abilities
that allows this person to be part of a community, to contribute rather than cause stress. It is our job, our duty, to create an environment, to create a community that allows this to happen. The questions are universal questions. These are the questions I hear wherever I do training, in America, Europe, Asia, Australia. The questions involve behaviors that are driven often by fear. A person with dementia will ask, "Where is the bathroom?" They may ask this many times, but they may know where the bathroom is already. Why are they doing this? Why would a person keep asking the same question over and over when they already know the answer? The true answer is the usual one. They need something. They need reassurance. They need attention. They need social contact. They have learned, and we have trained them, that the only way they can meet those needs is by exhibiting a problematic behavior. We must learn to meet their needs in a different way. We do this. Je m'excuse, ben, c'est parce que le temps avance puis je vais regarder d'autres choses. Mais encore là, dans nos formations, on met beaucoup de l'accent comment organiser des activités, comment animer des activités, toutes basées sur des capacités préservées. Je vais juste continuer, Lucien, je vais voir. Peut-être on va aller voir Blandine. Je vais vous présenter Blandine. On l'a au début. Oui. Avant, Blandine est venue à Montréal il y a 1 an et demi, 2 ans. À 36 ans, elle a été diagnostiquée. Pourquoi je présente cette vidéo? Ça va vous aider, c'est quelques minutes, vous aider à mieux comprendre la réalité, mieux comprendre le fort intérieur, mieux comprendre les perceptions d'une personne atteinte. Transformer une maladie incurable, une maladie qu'on connaît trop bien ou peut-être pas assez bien, l'Alzheimer, en un projet de vie lumineux et plein d'espoir. C'est le chemin que Blandine Prévost a choisi. Il y a 10 ans, elle a reçu ce diagnostic d'Alzheimer. Elle n'avait que 36 ans, mère de famille, ingénieure. C'est mon invitée ce soir. Bonsoir, Blandine Prévost. Bonsoir. Elle est accompagnée de Nicole Poirier, fondatrice de la maison Carpe Diem à Trois-Rivières. Vous êtes toutes les deux des personnes qui avaient témoigné à ce grand forum sur l'aide médicale à mourir qui s'est tenu il y a quelques jours à Montréal. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Blandine Prévost, parce que parler à quelqu'un ouvertement, presque sereinement de cette maladie, parce que vous vivez avec cette maladie déjà depuis 10 ans, vous témoignez de votre projet de vie. D'abord, commençons par ce diagnostic. Comment l'avez-vous découvert, ce diagnostic? Alors, tout d'abord, c'est une maladie progressive. Et donc, les difficultés, elles apparaissent peu à peu dans la vie. Et puis, on se dit qu'on est fatigué, qu'on a tous oublié un jour d'acheter le pain. Et c'est pas pour ça qu'on est malade. Et puis, petit à petit, on voit que les difficultés augmentent. Alors, moi, j'ai mis en place des choses pour essayer de continuer à vivre et de continuer à faire mon travail d'ingénieur. Et puis, à un moment donné, les difficultés prennent toute la place. Et en tout cas, dans le cadre du travail, il n'était plus possible que je travaille. Je ne pouvais plus. J'avais mis en place tout ce que je pouvais pour réussir à vaincre ces difficultés et je n'y arrivais plus. Et donc c'est là que la démarche vers le diagnostic, il a fallu que j'en parle
à mon mari en disant « je crois qu'il y a un problème ». Mais c'est là que la démarche est intervenue, en fait. Et vous avez vu votre père lui-même souffrir de cette maladie. Comment on reçoit un choc comme celui-là? Comment ça se passe? Est-ce qu'on reçoit un choc? Comme je vous le disais, c'est quelque chose qui arrive peu à peu dans la vie. Donc, on a peur. On est très, très seul au début de la maladie parce qu'on essaye de ne pas le montrer et on a peur que ce soit ça. Moi, la première, je me disais, ça doit être psychologique, puisque papa a ça, ce serait quand même pas de bol que j'ai la même chose, la fatigue, le burn-out, etc. Donc la maladie, les difficultés, on prend l'habitude de vivre avec, elles font partie de notre vie en fait. Et donc je sais qu'il y a des choses qu'il faut que je fasse, sinon je vais être perdue. Ouais. Et comment, mais est-ce qu'il faut être faite très très forte, est-ce qu'il faut être très fort pour arriver à transformer ce diagnostic qui est implacable en un projet de vie comme vous l'avez fait, parce que vous témoignez, on va en parler tout à l'heure avec Mme Poirier, vous avez démarré une maison à Grenoble, vous en avez fait un projet de vie, non pas centré sur vous, mais aussi sur les autres. Vous parlez de la maladie, donc vous aidez les autres. Comment on arrive à faire un projet de vie aussi important de cette maladie? Je pense qu'il y a une... Déjà, je ne suis pas toute seule. Hein. C'est pas moi. Je suis accompagnée par un mari extra et des enfants extraordinaires. Et c'est avec nos amis qu'on a décidé à l'annonce du diagnostic, j'ai tout de suite demandé quelles étaient les solutions pour moi plus tard. Et on m'a répondu, soit l'EHPAD, donc pour vous l'équivalent de votre... SLD, oui. Merci. Oui. Soit l'hôpital psychiatrique. J'ai rien contre ça, mais pour l'avoir vécu côté famille, je trouve que je savais que c'était culpabilisant et c'était pas ce que je voulais pour mes enfants et mon mari. Je voulais qu'ils puissent que la maladie ne gagne pas, que au-delà de ma maladie, mes enfants puissent vivre libres. Totalement libre. Je suis profondément attachée à cette liberté. Et pour ça, il fallait qu'on trouve une solution. Alors, soit c'est le suicide ou l'euthanasie, soit c'est essayer d'en faire quelque chose. Et donc, assez vite, on est passé avec Xavier, mon mari, du pourquoi nous au pourquoi faire. Ouais. Et là, on a interpeller nos amis en disant voilà, on va essayer de créer un lieu, pas un lieu, une maison où je serai bien et qui permettra, où je pourrai aller et venir librement, où je serai respectée jusqu'au bout. Et ainsi, tout le monde pourra vivre librement et le poids de la maladie aura pas gagné. Elle pèsera plus autant sur ma vie et sur la vie de mes enfants. Et pour ça, on a eu la chance de tomber sur Carpe Diem, où on s'est rendu compte que ce qu'on rêvait, ça existait. Donc à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de barrière. C'est là que vous intervenez, Nicole Poirier, parce qu'effectivement, Blandine Prévost apprend à vivre avec sa maladie, apprend à faire les efforts qu'il faut. C'est là que vous intervenez. Oui, moi je suis surtout intervenue pour aider Blandine et Xavier dans leur projet de construction de maison et petit à petit, on est devenus amis et la vie quotidienne, je la partage quand je vais chez Blandine et je peux un peu la soutenir dans le quotidien. Qu'est-ce que c'est justement la vie quotidienne pour vous maintenant? Est-ce que vous êtes confronté à la perception que les gens ont de la maladie ou des personnes atteintes de la maladie? Ça vous préoccupe? Hein? La perception que les gens ont de la maladie, vous voulez que les gens vous perçoivent comme des personnes à part entière, capables de vivre dans votre réalité aussi. C'est la chose la plus dure, peut-être pas la plus dure, c'est le regard des autres. Le fait qu'on disparaisse avec la maladie. Quand vous avez le diagnostic, tout d'un coup, là, vous n'êtes plus que maladie. C'est-à-dire que tout ce qui vous arrive, c'est à peine si vous avez un rhume, c'est de la faute de la maladie. Vous êtes angoissé, c'est de la faute de la maladie. Non, c'est pas toujours de la faute de la maladie. Non, on peut avoir
aussi d'autres causes comme tout le monde. Peut-être que je suis agacée, je suis fatiguée, juste. Et c'est pas la maladie. Il faut pas vouloir tout faire. Et c'est ça la plus difficile, c'est que tout passe par... On n'existe plus en tant que personne, on n'est plus qu'un malade. Alors je me bats pour que on nous regarde comme des personnes avec une maladie, avec une différence, mais de manière bienveillante. Bienveillante, d'ailleurs. Dans un des discours que vous avez prononcé au fil des années, vous dites quelque chose de très intéressant qui nous aide à comprendre ce que vous vivez. Non, pour moi, je n'ai pas oublié. Moi, je ne l'ai pas vécu. Alors que pour nous, on vous regarde en disant « Ah, elle a des pertes de mémoire » ou « Elles ont des pertes de mémoire ». Mais pour vous, vous avez votre monde, vous avez une réalité à vivre qui est très différente d'une certaine manière, n'est-ce pas? Oui, c'est encore à l'exemple du pain. Souvent, les gens me disent « Ah, j'oublie des choses, j'oublie des choses et je crois que je suis malade, peut-être. » Mais moi, quand j'oublie des choses, c'est pas... Elles n'ont pas existé. C'est-à-dire que vraiment, ça n'a pas existé. Alors, ça peut être triste, puisqu'il y a des fois où on réalise, parce qu'on vit on mange la vie par les deux bouts quand on sait que la vie va être plus courte. Et donc on réalise des rêves et puis on oublie qu'on les a réalisés. Donc c'est compliqué. On doit nous dire je suis désolée mais on l'a déjà fait. Et il faut garder le sourire et dire on peut le refaire. Oh, t'as des preuves? Ah, oui. On sent que vous êtes bien entouré et bien aimé par votre entourage. Oui. Pour tous ceux que vous accompagnez, c'est quoi la vie quotidienne? Est-ce que vous êtes porté à faire tout à la place versus les laisser vous accompagner d'une certaine manière? Ça, très souvent, on est porté parce que la personne vient d'être diagnostiquée, la personne ne peut plus rien faire, ce qui n'est pas vrai, puis on va faire tout à sa place, qui amène encore là éventuellement la dépression et des troubles réactionnels. Maintenant, je vais ouvrir pour des questions, mais juste que vous sachiez, je ne peux pas répondre à vos problèmes. Ça viendra si vous êtes intéressé dans la formation. Et aussi, mercredi, c'est pour ça que j'affiche mon site web, j'ai la conférence de 2h30 sur les difficultés de communication et les troubles réactionnels, et je vous offre des stratégies. Est-ce qu'il y a des questions? J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des intervenants ici qui représentent des résidences, peut-être des résidences de soins à longue durée? Moi, j'ai une question de mon côté. Juste pour savoir, est-ce qu'il y a un nombre de temps vraiment, si on est responsable d'une résidence et puis on dit, est-ce qu'il y a un nombre de temps ou le nombre de formations pour mettre cette méthode vraiment en application, bien faire la rentrée de cette méthode au sein des procédures de la résidence? Je vais donner un exemple. J'ai ici à Québec, c'est une première au Canada, une résidence soins de longue durée va être accréditée. Tous les employés, 70 vont être accrédités. Pour être accrédité, parce qu'il y a 3 niveaux, bronze, argent, or, ça prend à peu près 18 mois. Mais l'importance, c'est que, oui, souvent je vais voir des intervenants, techniciens loisirs qui vont s'inscrire à mes formations individuelles. Puis ils trouvent ça formidable, ils l'appliquent, mais j'encourage beaucoup une équipe multidisciplinaire. Parce qu'avec ça, on sait qu'on va répandre la bonne nouvelle d'une façon plus appropriée. D'accord? Oui, l'importance, c'est que plus on est impliqué, on est certifié, plus on voit les résultats. D'accord? Parce que, j'ai un exemple, des techniciens loisirs, des fois, ils ont une centaine de résidences avec qui le travail. Oui, on a, soit les gens commencent avec une formation de groupe, mais les formations sont limitées à 12.
d'accord? Parce que je veux garder l'intimité, on travaille des études de cas. Mais oui, pour dire être formé complètement dans les 3 niveaux que j'ai mentionnés, c'est à peu près 18 mois, d'accord? Et là, c'est tout le monde autant possible et aussi ceux qui n'ont pas été formés. Moi, j'ai un PowerPoint pour les résidences qui, eux, deviennent autonomes et sont capables de former les autres. Est-ce que ça répondait à votre question? Oui, oui. OK. Oui. Nous avons une autre question de notre chat là. Est-ce que la durée et le coût de votre formation est sur votre site? Oui. Et je pense que c'est 2 volets de plus. Est-ce que la formation est en ligne, en présentiel ou hybride? C'est deux volets. Oui. Vous pourriez, je viens de tout refaire mon site web, aller dans la section rubrique formation. Vous allez voir la formation, c'est 6 personnes et plus, et formation individuelle. Oui, j'offre beaucoup par Zoom. Moi, je reste ici près de Québec. Mais si quelqu'un, exemple Ottawa, qui n'est pas trop loin, je peux offrir présentiel. Mais quand j'offre en Zoom, c'est 4 modules de 3 heures chaque, repartis sur quelques jours. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils reviennent pour le prochain module, reviennent avec la pratique. D'accord? Je mets beaucoup d'accent sur ça. Quand je vais en présentiel, c'est souvent 2 jours consécutifs. Je limite mes groupes 12 à 15. Mais tout est sur, sur mon site web et surtout aller lire les objectifs. Quels sont les objectifs? De quoi vous embarquez si vous êtes intéressé? D'accord? J'utilise un PowerPoint, beaucoup d'exemples et beaucoup de vidéoclips. J'espère que ça a répondu à votre question. OK. Moi, j'avais une autre question. Oui, allez-y. Vu que là, on sait que des fois, on a nos proches, on ne tend pas vraiment à dire, OK, la personne est atteinte de la maladie, on va déplacer la personne. Mais est-ce que vous aidez des parents ou bien des membres de famille à prendre soin de leurs proches qui sont atteintes comme créer des activités, comme vous avez dit, les personnes qui sont atteintes de la maladie? Oui, je travaille beaucoup les proches aidants. Indirectement, je peux dire, parce que je travaille avec des organismes qui offrent du répit à domicile. Là, ils m'appellent, puis ils organisent l'aide proche aidant, l'aide membre, et puis moi, par Zoom, normalement, je vais donner une formation. J'offre aussi du coaching personnalisé. Mais si, parmi vous, j'en sais rien, vous dites, bien, Marc, on a 10, 12 proches aidants qui aimeraient suivre une formation condensée, hein? Ce n'est pas certifié, c'est de 7h30, reparti sur 3 modules et j'offre un tarif préférentiel pour eux autres. Oui, mais je travaille beaucoup avec des organismes communautaires qui offrent du répit, du psychosocial. Et n'oubliez pas, les gens qui sont formés dans les résidences peuvent aussi informer, sensibiliser les proches aidants qui vont dans les résidences au niveau comment utiliser des activités porteuses de sens. Parce que souvent, les proches aidants sont très démunis. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réflexions? Non, on n'en a pas, mais il est 14h28, on va juste essayer de fermer. Et si je vais partager mon écran à nouveau. Je vais juste revenir, je ne vais pas faire mon vendeur. C'est juste que vous sachiez, j'offre une promotion s'il y a des gens intéressés, une promotion de 15% sur les prix, sur mes formations individuelles et en groupe. Vous avez jusqu'à fin mars. D'accord? Il y en intéresse. D'autres choses, ben, par mon site web, si vous voulez d'autres questions, soyez à l'aise pour m'appeler. Alors là, je profite pour dire à tous que vous allez recevoir, on va dire, le formulaire d'évaluation. Comme ça, s'il y en a parmi vous qui aimeraient profiter de cette offre-là, vous pouvez toujours mentionner dans le formulaire de sondage ou bien aller sur le site et puis comme ça, vous allez profiter de cette offre-là. On est correct? Un petit mot, un dernier mot, Marc? Oui, bien, remercie infiniment. Ça m'a fait grand plaisir, surtout quand Mme Lefils m'a invité. Et juste pour dire, je donne, via mes conférences, une chose qui est tellement intéressante, c'est que le nombre d'intervenants dans les résidences de soins à longue durée qui participent.
Et pourquoi? Parce qu'ils me disent qu'on est très démunis face à cette problématique quand le résident a difficulté à communiquer et les troubles réactionnels. Ça soulevait tout, et ça fait juste 1 an et demi, ça fait 4 fois que je donne ces conférences avec le même thème. Et ça parle pour moi de cette carence dans toute la question de formation. Merci. Et merci infiniment à tous. OK, je vais juste un petit mot pour fermer. Comme je vous dis, merci d'avoir participé à ce séminaire. Comme vous savez, ça a été fait en collaboration avec le réseau prévention de la maltraitance des francophones. C'est comme mon travail très proche. Le réseau cherche des membres. Si vous voulez y prendre part, vous pouvez participer à faire une différence dans ce travail. Il y a aussi Farfo qui a fait, qu'on a mis, c'est en collaboration avec Farfo, qui est là à Ottawa, dont la mission c'est être la voix des francophones de 50 ans et plus. Et comme prochain séminaire, nous avons les nouveaux crédits d'impôt sur le revenu des particuliers de l'Ontario, qui sera pour ce jeudi le 9 mars. Je vous invite à participer. Il y aura beaucoup d'informations qui vous seront utiles, surtout avec la saison des impôts là maintenant qu'on arrive. Et je vous encourage aussi à remplir le formulaire d'évaluation pour nous aider à améliorer ou nous indiquer d'autres sujets dont vous aimeriez qu'on vous apporte ou bien qu'on vous parle. Et comme Marc l'a dit, vous pouvez toujours aller sur son site, vous pouvez le contacter, il est disponible soit pour des cours ou bien des questions, vous pouvez le contacter. Alors, moi-même, je suis toujours disponible là. Si vous avez, allez sur notre site Prévention de la maltraitance et puis on pourrait vraiment continuer à parler. Un grand merci d'avoir participé. Nous vous souhaitons un bon après-midi et bonne journée. Merci beaucoup.